Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'économie, des filles, et on va donc parler avec vous d'économie. Mais pas que, on va parler aussi de recomposition politique. D'abord l'économie, avec cette relance qu'on attend finalement pour Bruxelles, et notamment pour les commerces. Vous avez présenté hier l'opération Open Soon pour relancer des commerces un peu inédits, un peu particuliers. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir des commerces un peu différents dans Bruxelles? L'idée, c'est que la revitalisation des quartiers, l'attraction des commerces de proximité passera par de l'innovation, par de la créativité. On doit injecter des commerces nouveaux, avec des images nouvelles, des services nouveaux, des marketing nouveaux. Ce seront des facteurs d'attraction et de dynamisation du quartier. Ça ne veut pas dire que la transmission de commerce que l'on connaît depuis toujours n'est pas une chose utile. Elle est évidemment soutenue, mais on doit mettre un élan et un appui particulier par rapport à tous ces projets novateurs qui existent en région bruxelloise. Et en 2016, on a aidé 30 nouveaux projets à se créer dans les différents quartiers. À côté de ça, il y a plein d'autres commerces qui se créent. Là, on parle vraiment de commerces très particuliers. Absolument. Quelques exemples, peut-être. Ce soit un restaurant, une formule nouvelle, ou par exemple à XL, on a inauguré hier, je ne vais pas citer, mais enfin bon, une forme nouvelle de bar à vin, de petite restauration, mais à des heures différentes, en favorisant le brunch. C'est des vêtements de seconde main, c'est un centre d'esthétique qui travaille avec des produits naturels, c'est un magasin de jeans, mais qui se donne comme objectif de ne pas aller faire acheter des jeans à Thaïlande ou en Chine, mais véritablement des jeans qui sont travaillés chez nous, bref, qui favorisent l'économie circulaire. Des projets un peu particuliers, quoi. Qui sont peut-être plus difficiles, avec un marché plus difficile, mais qui sont les tendances de demain. On doit injecter dans nos quartiers de nouvelles idées, de nouvelles accroches, de nouvelles raisons d'aller dans les quartiers pour aller dans les commerces. Alors, une bonne raison pour aller dans les quartiers, c'est l'accessibilité des quartiers. On voit avec le piétonnier, il y a quand même des commerces qui ferment, des magasins qui ferment, et ils disent tous c'est à cause de l'accessibilité. Les gens ne viennent plus, c'est difficile. Est-ce que là, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que la région peut agir à côté des communes? Il est évident que l'accessibilité, la sécurité, la mobilité sont trois éléments essentiels et on ne peut pas négliger l'un ou l'autre. Mais à côté de cela, il y a une autre dynamique à mettre en œuvre. Ce n'est pas parce que vous avez une bonne accessibilité, que vous avez de la sécurité et de la propreté. Si vos commerces périclites, se ferment les uns après les autres, où il n'y a pas de nouveauté, vous pourrez avoir des facteurs positifs d'accès, de sécurité et de propreté, et pourtant le quartier commerçant va perdre de sa valeur. Donc je crois qu'il faut à la fois conjuguer les trois éléments que vous avez cités, mais aussi et surtout, et c'est l'objectif d'Open Soon, mettre du neuf dans les quartiers, mettre un intérêt à se déplacer pour aller dans les quartiers de proximité, parce qu'il y a une nouvelle offre commerciale qui peut couvrir tous les secteurs d'ailleurs. On le voit d'ailleurs dans votre reportage avec ces grandes surfaces en bio. C'est aussi par exemple des commerces qui sont soutenus par Atrium, parce que c'est une nouvelle manière de commercer et d'offrir de nouveaux services attendus par les habitants. Alors justement, Atrium fait partie maintenant d'un ensemble, d'une agence pour l'accompagnement de l'entreprise. L'idée, c'était de remettre un peu d'ordre là-dedans. Tout était fait de manière disparate. Maintenant, c'est plus simple, c'est plus clair pour l'entrepreneur aujourd'hui. Soyons clairs, auparavant, il y avait 3 structures d'accueil et d'accompagnement des entreprises. Donc, l'entreprise qui faisait du commerce, qui était aussi une entreprise et qui voulait aller à l'international, devait aller dans 3 administrations différentes. Eh bien, j'ai simplifié tout cela. De 3, il n'y a plus qu'une seule administration qui gère tout l'accompagnement de l'entreprise. Et donc, il y a un guichet unique, et à partir de là, le paradigme, auparavant, c'est l'entrepreneur qui devait s'adapter en fonction des administrations. Maintenant, c'est l'administration, il n'y en a plus qu'une, qui s'adapte aux besoins de l'entrepreneur. C'est évidemment un changement total de philosophie, parce que nous sommes au service de l'entreprise. Et puis, c'est une rationalisation, une simplification et des économies. Alors, il y a une autre matière dont vous vous occupez, c'est le financement. Et là, c'est la SRIB, Finance Brussels, qui s'en occupe. Hier, je recevais Serge Villain qui estimait que les énormes émoluments au sein de la SRIB n'étaient pas de son fait, que son salaire, tout compris à plus de 300 000 bruts annuels, était en dessous des normes. Écoutez ce qu'il disait hier.
Effectivement, il y a 27 ans que je dirige la SRIB, j'ai vu des milliers de dossiers de PME. Et donc aussi des milliers de salaires de CEO de PME. Si je dois faire les comparaisons... Vous êtes dans la norme? Je suis en dessous de cette norme. En dessous de cette norme. Alors, est-ce qu'il est en dessous de la norme? Alors, par rapport à la fonction publique, non. Et donc, la décision du gouvernement est très claire, c'est que les salaires à la SRIB devront être adaptés en fonction de la norme fonction publique. Ceci étant, il a raison, ce salaire était fixé, c'est pas de mon fait, je n'étais pas ministre responsable à ce moment-là, il y a 27 ans, et donc, ce sont des droits acquis pour les travailleurs actuels. Donc on ne touche pas aux droits acquis, en fait. On peut toujours, mais ça coûte finalement beaucoup plus cher que l'économie à terme que l'on veut avoir. Ça veut dire que pour le remplacement, il se fait que le personnel de gestion de la SRIB sont plus ou moins dans la situation très proche de devoir prendre leur pension. Et donc, pour les prochains, la volonté du gouvernement est de ne pas aller au-delà du barème maximum de la fonction publique. Donc vous annoncez la couleur. Mais justement, à propos de son départ, normalement son départ il est prévu en novembre 2020 au plus tard. Donc je lui ai demandé s'il allait partir plus tôt. Voilà sa réponse. J'ai toujours dit qu'il fallait au moins que je sois en bonne santé, parce que si j'étais en mauvaise santé, j'arrêterais immédiatement. Et l'autre raison, il faut que j'ai encore envie de venir à la SRIB. Et pour le moment, j'ai toujours envie de travailler à la SRIB. Alors, doit-il quitter plus tôt, à votre sens? Est-ce que vous êtes satisfait de son bilan? Ah oui, mais bien entendu, la SRIB fait du bon travail. On l'a vu d'ailleurs avec les situations de crise. J'ai clairement donné un mandat et une mission à la SRIB pour venir en appui des entreprises. Ils ont parfaitement géré et correctement géré la mission que le gouvernement leur avait donnée par mon entremise. Donc, rien à redire sur le fonctionnement et sur l'efficacité. Ceci étant, sur l'âge, il y a un mandat. Là aussi, il faut le respecter. Et ce mandat, on peut toujours l'interrompre, mais ça aussi, ça coûte des indemnités. Et donc, il faut être sérieux, il faut faire la part des choses. Ce que le gouvernement fait dans la rationalisation et la simplification, c'est mettre des balises pour l'avenir, et c'est un avenir très proche, dans la gestion et l'organisation de la SRIB, et ça, d'ailleurs, accepté par l'ensemble des partenaires, en ce compris le partenaire SRIB. Donc on ne pousse pas à la démission, contrairement à ce qui s'est passé en Wallonie avec Publifi. Mais vous savez, quand il y a des contrats, il y a des contrats. Il faut les respecter. Et ces contrats, s'ils sont cassés, peuvent toujours être cassés, risquent d'être très onéreux. Et par rapport à quelqu'un qui a encore 1 ou 2 années, si c'est pour lui payer davantage que ce qui reste à courir, ça n'a aucun intérêt, d'autant plus que le travail est correctement fait, bien évidemment, à la SRIB. Alors donc là, on a parlé de recomposition finalement économique, mais ce dont on parle beaucoup depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est de recomposition politique. Alors j'aimerais vous demander, pour vous, quel est l'Emmanuel Macron belge? Je vais vous proposer un visage, par exemple. Est-ce que c'est celui-là, vous le voyez? Ou celui-là? Donc, Benoît Ludgen ou Olivier Minguin? Mais non, pas du tout. C'est pas du tout la philosophie. D'abord, on ne va pas refaire du Macron ici à Bruxelles ou en Belgique. Ne soyons pas trop contaminés. En France, je l'espère, ce n'est pas une recomposition. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va faire de la recomposition politique. C'est pas ça qu'attendent les citoyens. Les citoyens, ils attendent que le politique apporte un projet, qui soit un projet clair, mais positif, face à la montée du repli sur soi, du confédéralisme, du nationalisme, qui sont toutes des postures agressives, défensive, peureuse, qui crée la haine, etc. Il est temps que le politique vende des messages positifs. Pas du vent pour du vent, mais concrètement, lorsque le gouvernement bruxellois, par mon entreprise, on travaille sur l'emploi et que depuis 3 ans, il y a des signaux positifs, il y a des personnes qui retournent de manière importante au travail, que le chômage diminue, que le taux d'emploi augmente, eh bien, nous devons continuer dans cette voie et nous devons parler de ces éléments positifs. On doit réenchanter d'une certaine manière la politique et pas
systématiquement se positionner toujours sur ce qui va mal. Ça veut dire qu'on ne doit pas nier ce qui va mal, mais il est temps d'avoir un autre discours politique que le discours partisan dans lequel nous baignons depuis trop d'années. Donc c'est l'optimisme qui vous plaît dans le programme Macron. Positivisme. Le positivisme. Le volontarisme, la détermination. Parce que Charles Michel aussi, ça lui plaît, ça, quand il dit job, 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 c'est la même chose. C'est une vision positive. Bien entendu, sauf que dans le même temps, Charles Michel entre dans des calculs politiciens, partisans, lorsqu'il fait venir la NVA au pouvoir, qui a un objectif de destruction des solidarités, de destruction de cet État. Ça a encore été confirmé il y a une semaine. Eh bien, le message positif, il est suspect. Il est suspect parce que on ne voit plus la ligne, on ne voit plus le chemin vers quoi on va. Et ce qu'on retient, c'est que job, 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 c'est un slogan, mais le chemin que l'on emprunte, c'est un chemin de destruction des solidarités, c'est un chemin de repli sur soi. Et donc, le politique ne peut plus être enfermé dans des calculs politiciens et partisans. Il faut bien reconnaître que actuellement, en Belgique, depuis 20-30 ans, et c'est souvent le fait des partis traditionnels, le citoyen, il est enfermé dans cette mécanique infernale. Oui, mais ces calculs existent tout le temps, dans les calculs de majorité, les problèmes notamment à Bruxelles aussi, oui, c'est exact. Bilinguisme. Est-ce que vous pouvez faire sans? Est-ce qu'il y a moyen de faire sans? Moi, je constate que la déclaration du gouvernement bruxellois a été saluée par tous les médias. Il y a un quotidien important de Bruxelles qui a dit « enfin du souffle ». Et donc, oui, il y a une volonté d'enrayer le chômage de masse, de le faire diminuer. Il y a une volonté de remettre en ordre les infrastructures publiques. On en a assez parlé. Il y a une volonté de construire un tunnel. Il y a une volonté de mettre en place des politiques durables d'accompagnement des personnes les plus fragiles. Il y a des dossiers malgré tout, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Les allocations familiales, par exemple. En Wallonie et en Flandre, on est d'accord. À Bruxelles, il n'y a pas encore d'accord au sein du gouvernement. Absolument. Parce que là, ce n'est pas des calculs. Non, mais attendez, je ne dis pas que les choses sont faciles. Je ne dis pas que les solutions restent complexes. Et donc, il faut à la fois trouver une bonne solution et respecter les équilibres budgétaires. Mais soyons clairs, les allocations familiales, tant en Flandre qu'en Wallonie, ne tiennent pas la route budgétairement. Et donc, ça n'est pas non plus sérieux de lancer une réforme dont on sait au départ qu'on va devoir la modifier dans 5 ou 10 ans pour rester dans les clous budgétaires. Ce que le gouvernement bruxellois veut, c'est un projet qui tienne la route sur le long terme, sur le plan budgétaire, et ça me paraît être une priorité. On ne peut pas vendre aux citoyens des choses qu'on sait au départ ne pas pouvoir tenir sur le moyen et long terme. Merci Didier Gauzoin, on en reparlera d'ici là, enfin non, pas d'ici là. Demain, je recevrai Joël Milquet dans l'interview, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée.